Je me disais que bon, approcher des candidats à l'élection présidentielle, ça pouvait avoir l'air hors d'atteinte. Ça pouvait avoir l'air d'un niveau qui était au-dessus du mien en ce temps-là. Et maintenant, Directeur à 27 ans, Abdou Chakour a franchi tous les obstacles avant de devenir président de Summit Consulting, président de l'association RISE qui regroupe les cadres et entrepreneurs de la diaspora et consultant clé pour des candidats aux élections présidentielles sénégalaises. je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Je suis allé parler à ces gens-là. J'ai mis sur la table une valeur qui leur était utile. Et de cette utilité-là est née la collaboration. J'étais dans un environnement que je ne maîtrisais plus. Que ce soit les gens, que ce soit le climat, que ce soit le soleil, les alternances jour-nuit, je ne maîtrisais plus rien. J'étais livré à moi-même. Et ça a été vraiment formateur pour moi. Je pense qu'on suit un peu son chemin de vie. Ma carrière jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas finie, je ne suis pas arrivé, mais je la suis toujours, elle suit son cours, a été jalonnée d'opportunités, de gens qui m'ont fait confiance, de choses que j'ai prises également, hein, parce que tout ne t'est pas donné dans ce monde, il faut prendre les choses, te les accaparer avec de l'audace, mais avec beaucoup de professionnalisme aussi, et il faut surtout croire en soi. Est-ce que tu peux nous parler très rapidement de ton parcours? Je suis sénégalais. Je suis né à Castor, j'ai grandi à Dakar Plateau. J'ai fait mes études dans diverses écoles. Hein. J'ai parcouru, je pense que j'ai fait 5 ou 6 écoles avant d'avoir mon bac. J'étais pas un élève turbulent, c'était un concours de circonstances. Donc j'ai fait Notre-Dame du Liban, franco-sénégalaise, cathédrale, Notre-Dame, et j'ai eu mon bac S1 au collège Sacré-Cœur. Et par la suite, j'ai suivi des études d'ingénierie. Tu as grandi dans quel quartier au Sénégal? Ah, j'ai grandi à Dakar Plateau. J'ai grandi près de Petersen. Je peux dire que je suis un boy plateau, quoi. Un boy plat comme on nous appelle. Un boy plat comme on nous appelle. Oui, j'ai grandi dans cet environnement-là, un environnement plein de bienveillance, un environnement où tout était propice à ce qu'on puisse étudier dans les meilleures conditions qui soient, notamment grâce à l'aide de nos parents, mais aussi de notre entourage et des écoles qu'on a faites, hein, qui étaient des écoles où on a reçu un bon enseignement. Et comment tu t'es retrouvé en CRS1? Je pense que quand on est au Sénégal, dans un lycée, on vise toujours le haut du panier. Et il y a ce mouvement-là, cette tendance-là qui nous amène quand on a d'assez bonnes notes à aller vers cette série S1-là. Moi, j'ai suivi tout naturellement ce flow-là. D'accord. Je suis allé en série S1. Je ne suis pas quelqu'un qui me met la pression de nature. Je pense que mes amis peuvent en parler. J'ai toujours étudié, mais avec beaucoup de facilité parce que j'avais peut-être des prédispositions sur certaines matières qui faisaient que bon, c'était un peu plus simple pour moi. Je n'étais pas le plus excellent, je n'étais pas le plus nul, mais je m'en sortais assez bien. Après ces CRS1, par la suite, tu es venu en France? Je suis venu en France, pas seul, je suis venu en même temps que beaucoup de camarades de classe. Je suis arrivé à Lille, où j'étais tout seul. Il y a cette image-là qui revient toujours. Quand je suis arrivé à Lille, quand je suis arrivé déjà à l'aéroport de Paris, j'étais avec un ami Jean, on est allé jusqu'à Lille, je suis entré dans ma chambre d'étudiant, je me suis couché, j'ai regardé le blanc du plafond et je me suis dit pourquoi je n'ai pas fait comme les autres, je ne suis pas resté au chevet de mes parents, aller faire une formation. Je me suis posé multiples questions, mais je pense que l'avenir m'a donné raison. Mais tu es arrivé à Lille après ton bac, mais Lille qui est vraiment dans le nord de la France, mais comment ça s'est fait ton intégration et tes premières impressions quand tu es arrivé à Lille? Mes premières impressions, la toute première, c'est qu'il faisait froid. Pour quelqu'un qui venait de la douce chaleur de Dakar. Ma deuxième impression, je vais te la raconter au travers d'une anecdote. J'étais arrivé, mon téléphone était HS. J'avais une montre où il n'y avait pas, tu sais, il n'y avait pas le numéro, mais il y avait les aiguilles. J'avais mis la montre à l'envers. Et en me couchant,
pour le lendemain, je me suis dit, bon, je vais me réveiller tôt pour aller tôt à l'école. Et comme je n'avais pas de réveil car mon téléphone était HS, je regardais tout le temps ma montre. Donc, je me réveillais, je regardais ma montre. Et à un moment donné, en dormant, j'avais oublié que j'avais mis ma montre à l'envers. Donc, minuit devient 6 heures du matin. D'accord. Ah oui. Et tout d'un coup, je me réveille. Je regarde ma montre, il est 6 heures du matin, je me prépare, je prie, je porte mes habits, je sors et il fait tout noir. Je me dis, ah, c'est peut-être la France, c'est comme ça. C'est peut-être comme ça que c'est à cette heure-ci en France. Ouais. Je me dirige vers le métro, je ne vois personne. Je me dis, ah, il y a peut-être un problème. Ouais. J'ai la chance de rencontrer quelqu'un, Zal, qui est un Sénégalais qui lui-même est à l'origine de notre venue à Lille. Et je lui dis, mais Zal, il fait noir hein, à cette heure-ci. Il est 7 heures du matin et il fait noir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Je lui dis, non, je vais à l'école. Il me dit, non, il est 1 heure du matin, rentre chez toi. D'accord. Et, en fait, pour résumer cette anecdote-là, c'est que j'étais dans un environnement que je ne maîtrisais plus. Que ce soit les gens, que ce soit le climat, que ce soit le soleil, les alternances jour-nuit, je ne maîtrisais plus rien. J'étais livré à moi-même, réellement. Et ça a été vraiment formateur pour moi. Très jeune, même en étant étudiant, tu t'es très vite intéressé à l'entrepreneuriat et tu as participé dans pas mal de concours, tu as fait aussi également pas mal de projets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, quand j'étais étudiant, on peut me qualifier de personne SOP. Okay. Je voulais toucher à tout. J'étais dans les associations, j'étais dans des initiatives entrepreneuriales. Et à ce titre, j'ai été dans diverses initiatives entrepreneuriales, dont une particulièrement avec des amis. D'accord. Et dans cette initiative-là, oui, on a eu à gagner des concours, à faire des initiatives, à vraiment créer des choses. Et je pense que ça a débloqué quelque chose en nous. Ça nous a montré que, oui, on sera diplômé au bout du cursus, mais qu'il y avait une autre voie. Et je pense que cette voie-là, beaucoup plus tard, c'est celle que j'ai empruntée dans ma carrière. Oui, ça, on y reviendra même plus tard. Même, on verra par la suite que tu es président de RISE, mais également tu es président de Samad Consulting. Mais c'est tout naturel pour toi. C'est tout naturel pour toi. Mais comment tu t'es retrouvé à vraiment te plonger dans ce monde de l'entrepreneuriat depuis très petit? Comment tu as acquis cette culture? Je pense que c'est en partie dû à ma manière d'être. Moi, je suis quelqu'un déjà qui aime beaucoup être au contact des gens. J'aime faire des choses, j'aime créer. Et depuis que j'ai pu créer une chose que j'ai vu naître, je pense que je suis devenu accro à la création. D'accord. Je suis devenu accro à la création d'impact. Je suis quelqu'un qui est un féru de la prise d'initiative. Je n'aime pas être assis et croiser les doigts et attendre et ne pas avoir de maîtrise de mon environnement et sur mon destin. Donc, j'aime bien faire des choses et c'est tout naturellement que je les ai. Et même d'ailleurs, pour vraiment illustrer ton intérêt pour l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous parler du prix ANF que tu avais gagné? C'était un projet qu'on avait avec des amis sur la partie santé. Et ce projet-là, on l'a soumis à cet organisme-là, AINF, bon, sans vraiment penser qu'on gagnerait quoi que ce soit. Et on s'est retrouvés gagnants. Et franchement, ça a été un grand plaisir, une grande satisfaction en ce temps-là, quoi. Est-ce que c'était vraiment révélateur pour toi du fait que tu participais à des concours, tu faisais des projets, tu voyais des réussites, et que c'était vraiment révélateur pour toi et de se dire que bien sûr, dans l'avenir, je vais vraiment entreprendre? Je pense que c'était la première phase d'un long processus. Donc, c'est comme si on plantait une graine qui a pris du temps à germer. Et je pense que le fait de planter cette graine-là, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Et après, j'ai pris plus de bagages en entreprise, en finalisant ma formation, etc. Donc, il y a quand même eu du temps. Oui, je comprends. Et il s'est passé beaucoup de temps pour que je puisse... Et après ton bac, tu as fait un DUT GE2I. Et par la suite, tu as fait une école d'ingénieur en génie électrique. Mais pourquoi ce choix-là orienté vers les énergies?
C'est une question drôle, hein, parce que tu sais, quand tu fais un baccalauréat, tu fais S1, etc., je pense qu'au Sénégal, tu sais qu'on t'oriente de fait vers des études d'ingénieur. C'est pour ça que je me suis orienté vers des études d'ingénieur. Pourquoi génie électrique? La réponse, elle est double. Premièrement, parce que tu sais, en ce temps-là, le métier d'avenir, c'était les énergies renouvelables. C'est l'IA maintenant, hein, la partie data, l'IA, etc. Mais en ce temps-là, tout le monde se ruait vers les énergies renouvelables. Et j'avais un cousin qui était dedans, avec Beta Energy, qui vendait des batteries, qui faisait des dispositifs solaires. Et j'avais à cœur, à terme, de travailler avec lui. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai fait génie électrique informatique industrielle, mais je n'ai jamais travaillé dans ça par la suite. Et est-ce que tu peux nous parler très rapidement du contenu de ta formation à l'époque? Oui. La formation, elle était riche, hein, parce que déjà la dénomination est longue, génie électrique, informatique, industriel. Donc ce qu'on faisait, c'est de l'électricité, sur la partie électrique, on faisait de l'électronique, de l'électrotechnique, de l'informatique industrielle. C'est au fait un cursus ingénieur assez généraliste. Mais avec une grosse teinte industrielle. C'était une formation qui était vraiment intéressante parce qu'elle ouvrait le champ du possible. On pouvait travailler dans l'industrie, dans le génie électrique, dans l'électronique de puissance, dans l'électrotechnique. Et on avait tout ce panel-là qui nous était ouvert par la suite. Mais je n'ai choisi de travailler dans aucun de tout ça, le destin. En tant qu'étudiant étranger à Lille, comment c'était ton quotidien? Est-ce que tu avais rencontré des difficultés? Comment ça s'est passé ton intégration? Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? En tant qu'étudiant étranger, moi j'ai eu une chance. C'est que quand je suis arrivé à Lille, j'étais dans un groupe, j'étais avec des gens, j'étais dans une communauté. Avec ces personnes-là, on évoluait au quotidien, on découvrait notre nouvel environnement de vie. Et on s'entraidait mutuellement. Je suis venu déjà avec une personne, Jean, dont je vous ai parlé, qui est un très bon ami à moi. J'ai rencontré des gens que je connaissais, j'ai découvert de nouvelles personnes. En fait, j'ai évolué dans un environnement qui était bienveillant. Et dans cet environnement-là, j'étais vraiment épanoui, quoi. Donc, je n'ai pas éprouvé beaucoup de difficultés à cause de cette communauté dans laquelle j'évolue. Et malgré ça aussi, le contact avec les gens, est-ce que ça s'est très bien passé avec tes collègues de classe? Est-ce que ça a toujours été joyeux? Est-ce que tu as rencontré des difficultés du fait que tu viens du Sénégal? Est-ce que tu peux nous en parler s'il y a eu des complications pour ton intégration? Oui, j'en ai rencontré. Je pense à deux choses. La première difficulté, c'était peut-être le choc culturel. Je me rappelle en discutant un jour avec mes camarades de classe, l'objet de la discussion, c'était ce qu'ils feraient de leur héritage une fois que leurs parents seraient décédés. Nous, ce type de réflexion-là, on ne les a pas. C'est pas que je les juge, hein. C'est juste que nous, on ne pense pas à ça parce qu'on a plutôt un sens de redevabilité envers nos parents plutôt que de profiter de ce qu'ils peuvent nous léguer par la suite. Et l'autre chose à laquelle je pense, c'est un traumatisme peut-être que j'ai eu ici en France. J'étais à Valenciennes, j'étais dans une association étudiante sénégalaise. D'accord. Et à la fin de l'année, on a organisé un petit événement à la fête foraine pour remercier les gens. Lors de cet événement-là, il s'est passé un incident. Et il y a une personne de couleur noire qui a fait une exaction. On a pris des gens qui étaient avec nous à la place de cette personne-là qui a fait cette exaction-là et on les a tabassés. Je pense que tabasser, c'est le bon mot. Nous, quand on a su que ça se passait, on est allé défendre cette personne-là. Ça s'est transformé en bagarre généralisée, mais c'est même pas ce que je retiens. Ce que je retiens, c'est que la police nous a pris par la suite. On nous a amenés à l'hôpital. Il y avait certaines personnes qui étaient blessées parmi nous. Et lorsqu'on est allé pour porter plainte par la suite, cette plainte n'a pas abouti parce qu'on a dit, la personne qu'on a eu en face nous a dit mot pour mot qu'il était certain que c'est nous qui avions commencé. D'accord. Et ça, pour moi, c'était un traumatisme. Et je pense que je me suis senti
dans un pays étranger ce jour-là. Et comment tu avais vécu du coup par la suite cette situation-là? Ah, je l'avais mal vécu. Je pense que je suis passé par plusieurs sentiments. J'ai commencé par le questionnement et c'est passé par la suite par une phase de rage, je dirais. J'avais vraiment la rage et j'ai pu relativiser en ne généralisant pas, en me disant que je suis tombé peut-être sur les mauvaises personnes et que le monde n'était pas fait que de ces personnes-là, quoi. Et tu finis tes études diplômé en tant qu'ingénieur en génie électrique. Et comment ça s'est passé pour trouver un travail? Est-ce que tu as rencontré des complications ou pas? C'était compliqué, oui et non, mais je pense qu'il y a une chose qui a beaucoup aidé, c'est le fait que j'ai fait une alternance. D'accord. En ayant fait l'alternance, j'ai pu partir avec un plus quand même. J'avais déjà un métier, une vocation, une filière dans laquelle j'étais, qui était le monde du transport, le transport ferroviaire, parce que j'étais chez Alstom. J'ai continué dans cela et j'ai tapé à la porte d'entreprises similaires qui m'ont ouvert la porte et j'ai pu commencer ma carrière. Ensuite, tu rentres à Bombardier en tant qu'ingénieur en génie électrique, c'est bien ça? C'est un peu plus compliqué que ça. Ah oui? Oui. Raconte-nous alors. Bombardier, en fait, moi, je ne me suis jamais vu en tant qu'ingénieur. En fait, j'ai tapé à la porte de Bombardier pour entrer en tant qu'ingénieur électrique à peu près. D'accord. Parce que je savais que c'est la porte qu'on m'ouvrirait. Mais moi, je voulais continuer vers la gestion de projet. Et je savais que pour avoir un entretien et pour pour avoir une opportunité de m'exprimer, il fallait que je postule à un poste d'ingénieur électrique. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Et une fois à l'intérieur, j'ai émis le vœu d'aller vers un poste de gestion de projet. Et je suis tombé sur une personne qui est aussi folle que moi et qui a pris le pari. Et le pari s'est avéré gagnant par la suite. C'est quand même très stratégique ce que tu avais fait à l'époque. C'est stratégique, mais c'est pas la norme. C'est pas la norme. Je pense que j'ai eu un lot de chance quand même assez incroyable sur ce coup-là. Et surtout d'audace. Hein. Je pense qu'il y a un peu d'audace dans ce cas de figure et qui m'a servi par la suite. Tu avais quel âge? Tu étais jeune, non, à l'époque? J'avais 23 ans. Mais à 23 ans, tu étais devenu ingénieur chef de projet. Mais à l'époque, est-ce que tu avais quand même des appréhensions du fait que tu étais jeune? En plus de ça, tu dois gérer des chiffres d'affaires qui peuvent être vraiment énormes. Tu dois également gérer des équipes. Est-ce que à l'époque, tu avais vraiment une maturité? Est-ce que tu avais comment tu l'appréhendais à l'époque? Je ne l'appréhendais pas du tout parce que moi, je suis assez factuel et pragmatique dans mon approche. Je me dis qu'il y a ça à faire, comment je dois le faire de cette manière-là, et je le fais. Je ne regarde pas derrière, je ne me compare à nulle autre personne. Je suis mon chemin et je fais les choses qui m'incombent, quoi. Et par la suite, tu as travaillé avec pas mal d'entreprises, à savoir Atos, Alstom, Vinci, et tu deviens très vite directeur à 27 ans. Mais comment on devient directeur à 27 ans? Je pense qu'on suit un peu son chemin de vie. Ma carrière jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas finie, je ne suis pas arrivé, mais je la suis toujours, elle suit son cours, a été jalonnée d'opportunités, de gens qui m'ont fait confiance, de choses que j'ai prises également, hein, parce que tout ne t'est pas donné dans ce monde, il faut prendre les choses, te les accaparer avec de l'audace, mais avec beaucoup de professionnalisme aussi, et il faut surtout croire en soi. Je pense que ce qui a fait la différence ou ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je suis souvent tombé sur des gens qui m'ont fait confiance. Et je n'ai pas trahi leur confiance par la suite aussi, ça c'est important. C'était quoi vraiment ta force et où tu puisais vraiment ta détermination pour un étranger qui vient en France, qui fait ses études en France et qui finit par devenir directeur à 27 ans? C'était quoi ton secret? Un secret, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai un secret. Je dirais qu'il y a quand même un pattern, il y a une manière d'être. Je pense qu'il y a des facteurs qui sont importants. Nous portons un lot de biais culturels, éducatifs, dont on doit se départir pour évoluer dans ce monde professionnel-là, et surtout en France.
Parmi ceux-là, je peux citer notre rapport à la hiérarchie, le fait de montrer ce qu'on fait, le fait de prendre des initiatives. Par exemple, pour le rapport à la hiérarchie, nous avons, il y a le droit d'aînesse que l'on connaît assez bien au Sénégal. On respecte les supérieurs hiérarchiques, mais ici, le hiérarchique, c'est quelqu'un qui est dans la même entreprise que toi et qui a une fonction différente. Il faut le prendre comme tel. D'accord. La deuxième chose, c'est peut-être montrer ce qu'on fait, la communication. Nous, on a l'humilité qui est une valeur cardinale de notre société. On se doit d'être humble, mais il faut cette humilité-là, elle est bien dans la vie de tous les jours, mais en entreprise, il faut faire les choses et montrer ce qu'on fait. Il faut savoir communiquer, il faut savoir valoriser ce qu'on fait. Et souvent, nous, on ne se sent pas la légitimité de valoriser cela. Et la troisième chose, c'est qu'on ne prend pas les choses. En fait, on a tendance à rester à notre place et dire, bon, si on me donne ça, je m'arrête là, etc. Non, il faut prendre des initiatives. Il faut être force de proposition. Il faut aller au-delà de ses prérogatives pour qu'on vous identifie comme tel. Je pense que ça, très modestement, ces choses-là peuvent être des game changers dans le monde professionnel. Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont marqué durant ce voyage-là, durant ton parcours? Ah, il y a beaucoup d'événements qui m'ont marqué. Ah oui? Beaucoup d'événements qui m'ont marqué durant ce voyage-là. Mais il y en a un en particulier qui peut sembler anodin pour tout le monde, mais qui m'a fortement marqué. Mm-hmm. C'est lors d'une réunion que j'avais avec un N+2 à moi. D'accord. Chacun passait tous les chefs de projet passaient à tour de rôle pour lui montrer un peu l'avancement, etc. Et qu'on fasse les arbitrages. Quand je suis passé, tout le monde faisait une trentaine de minutes, moi j'ai fait 12 minutes avec lui. Pourquoi j'ai fait 12 minutes? Je lui ai montré les choses et tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est que je sais que tu es quelqu'un qui est bien câblé et lorsque tu remontes des choses, c'est tout le temps des choses pertinentes, donc je te fais confiance. Et ça a changé quelque chose en moi. Donc cette personne-là, vu son niveau, avait confiance en moi, avait confiance en mon intelligence, avait confiance en mon intellect, à mes initiatives. C'est peut-être que je ne valorisais pas à juste titre les initiatives, cette intelligence-là et cette prise de prérogatives que j'avais. Et je pense que ça m'a fait démissionner par la suite. Ah oui? Oui. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si cette personne-là valorise à ce point mon travail, c'est que peut-être ailleurs, il pourrait être plus valorisé. Parce que la valeur que cette personne-là donnait à mon travail, moi, je ne la retrouvais pas dans mon compte en banque à la fin du mois. D'accord. Non, mais c'est très smart ce que tu es en train de dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils n'auraient pas réfléchi de cette façon-là, mais pour toi, c'était une révélation. Pour toi, c'était le signe que tu pouvais valoir mieux que le poste que tu occupais à l'époque. Pour moi, ça avait le goût d'une révélation. Hein. Je me suis dit que cette personne-là, elle me fait confiance à ce niveau-là pour des choses qui sont si sensibles. Mm-hmm. Ça veut dire que cette confiance-là, elle a une valeur. Et comment monnayer cette confiance-là, c'est ce que j'ai tenté de faire par la suite. Et tu as aussi géré des projets qui sont chiffrés à des milliers d'euros. Est-ce que tu peux nous parler de ces projets? Techniquement complexes. Je pense que c'est dans le secret industriel que se trouvent ces projets-là, donc j'ai pas la latitude de parler dans le détail. Mais c'est des projets qui étaient à fort budget, mais surtout à fort enjeu technique. Et il y a un dénominateur commun que j'ai retrouvé dans la totalité des projets que j'ai eu à gérer. C'est il faut un niveau de flexibilité et d'adaptabilité qui est hors du commun. Un niveau de zénitude et de pragmatisme, de prise de hauteur qui doit être vraiment très poussé pour pouvoir gérer des projets de cette envergure-là. Est-ce qu'en tant que cadre noir dans le milieu professionnel, est-ce que tu as rencontré des difficultés? J'ai eu rencontré quelques-unes. Je pense que les difficultés, elles sont inhérentes à un parcours professionnel, qu'on soit noir ou pas, mais je pense qu'on a en plus un lot de difficultés supplémentaires, un lot de biais culturels également, dont je parlais tout à l'heure.
J'ai deux petites anecdotes qui me viennent en tête. Je vais pas citer l'entreprise ni rien, mais il y a un technicien avec qui je travaillais sur des projets. Lorsque je lui ai donné des directives, il ne les faisait pas, ou il les faisait pas vu le bon niveau de qualité. C'était un vieux, on était dans le nord, etc. Euh, Quand c'était mon collègue du même niveau que moi qui lui donnait des directives similaires, il le faisait avec le bon niveau de qualité. J'étais obligé de passer par mon collègue pour lui donner des directives par la suite pour être sûr du résultat du travail. Après, pourquoi? Dieu seul sait. Mais je pense que j'ai une petite idée sur la question. La deuxième anecdote, c'est une réunion. Il y a une entreprise où j'ai commencé à travailler. Quand je suis venu en réunion, bon, j'ai l'air jeune, hein, je me suis présenté et j'ai dit que je remplaçais le responsable du projet. J'ai salué tout le monde et une personne au fond de la salle m'a posé la question. Lui, c'est toi qui le remplaces ou tu es son assistant? J'ai dû arrêter la réunion, parler à cette personne-là et lui faire comprendre que je n'étais pas là pour m'amuser. J'étais là pour prendre les responsabilités qui m'ont été confiées et que je n'accepterai plus ce genre de réflexion. Et par la suite, tu es sorti du monde du salariat, ce qui n'est pas du tout étonnant, vu ton profil, vu aussi ton parcours et du fait que tu t'es très tôt intéressé à ce monde-là. Et tu as créé par la suite Samad Consulting. Est-ce que tu peux nous parler de Samad Consulting? Samad Consulting, c'est mon entreprise. Mais pas que la mienne. C'est une entreprise que je partage avec mes collaborateurs et mes associés, où on mène divers projets. C'est une entreprise où on a à cœur de devenir une référence dans la prestation intellectuelle, notamment au Sénégal, mais dans la sous-région. C'est une entreprise qui grandit, c'est une entreprise qui a de grandes ambitions. Quand je dis de grandes, j'insiste sur le grand parce que on voit qu'on est dans un environnement où on a notre mot à dire, notre place à jouer, donc on y va. Donc on est dans la prestation de services intellectuels sur 3 business units, disons, sur la partie advisory, donc études de faisabilité, etc. Sur la partie engineering and technologies, donc ingénierie, technologie, transport, énergie. Et sur la partie digitale, on développe des solutions qu'on commercialise, où on est aussi dans la partie digitalisation, dans l'architecture d'entreprise. Donc voilà ce qu'on fait. Et comment elle est née, Samad Consulting? Samad Consulting, c'est drôle. Comment c'est né? C'est que déjà, j'avais envie de créer une entreprise. D'accord. Dans mon domaine de compétences, j'allais pas créer une boulangerie parce que je ne m'y connais pas. C'est dans le domaine de la prestation intellectuelle dans lequel j'ai évolué. Je voulais pas y aller seul. Parce que, comme je dis souvent, je préfère avoir 1% d'un milliard que 100% de 10 millions. Donc moi, j'aime bien être entouré. Dans tout ce que je fais, j'aime bien aller avec des gens avec qui je partage une vision commune, une ambition commune. Et rien ne vaut de partager ce qu'on fait, d'avoir des réussites communes. C'est vraiment top. Et donc, on s'est dit qu'on créait une entreprise. En chemin pour créer cette entreprise-là, on allait l'appeler, je sais plus comment, Shams Corp ou des choses comme ça. Et le nom Samad, il nous est venu en écoutant une discussion, bon là on touche un peu à la spiritualité de Cheikh Mouhidine Samba Diallo, qui est un érudit sénégalais, et qui nous parlait du nom As-Samad, de Dieu. Et ce nom-là a fait écho à l'initiative qu'on voulait mettre en place. Et du coup, on a appelé ça Samad Consulting. Et comment vous pouvez expliquer ce lien vraiment très fort entre Samad Consulting et l'Afrique en général? Le lien qui nous unit, entre autres, hein, à part les ambitions dont j'ai parlé, c'est notre couleur de peau, c'est notre nationalité. Et les fondateurs de Samad Consulting sont quasiment tous sénégalais, à une exception près. Donc c'est pour ça que tout naturellement, on se tourne vers un lieu et un environnement connu et dans lequel on voudrait avoir de l'impact, qui est le Sénégal. Mais on ne s'arrête pas au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est une part de marché qui est restreinte par rapport à nos ambitions. Nous, on veut une couverture régionale. Donc voilà pourquoi on a des projets au Sénégal, qu'on lorgne des projets dans la sous-région, au Mali, au Gabon, en Côte d'Ivoire. On en a fait certains au Mali,
On en a fait certains, je pense au Bénin aussi. Donc, voilà, on est ouvert à cette partie de l'Afrique. Mais on fait aussi des projets en France. Et je pense qu'on a eu à faire un projet dans un lieu plus exotique du moins. Oui. On a eu à faire un projet au Pakistan, et pourquoi pas. Hein. Moi, nous ne restreignons pas les ambitions. Nous avons un savoir-faire, nous avons une équipe dynamique, nous avens des ambitions claires. Et aussi, un autre élément, c'est que vous travaillez aussi dans beaucoup de projets, que ce soit en Afrique, que ce soit en France. Comment vous arrivez à vous adapter à ces différents environnements? On a une chance, c'est d'avoir cette double culture, d'avoir un peu cette culture du travail occidental et d'avoir cette culture de base africaine. On essaie de tirer the best of both worlds, comme on dit, le meilleur des deux mondes. Et voilà, hein, c'est un peu ça. Et dans tous ces projets, est-ce qu'il y en a qui t'ont vraiment marqué? Oui, on a travaillé sur pas mal de projets. Il y en a un en particulier qui m'a beaucoup plu, parce que ça a été un game changer pour moi, ce projet-là, de travailler dessus. C'est le projet ARP. D'accord. Ça s'appelle le dispositif ARP. C'est l'application de récolte de parrainage pour l'électorat. C'est un projet qu'on a fait lors des dernières élections présidentielles pour le parrainage. Sur la phase de parrainage, on a développé un logiciel qui était capable de récolter des parrainages, de te donner des KPI sur l'avancement de la récolte des parrainages suivant les critères du Conseil constitutionnel, mais aussi de générer un document qui était que l'on pouvait dans l'État donner au Conseil constitutionnel valable pour soumettre à cet exercice républicain. Et quelle est ta satisfaction à pouvoir réaliser tel projet? Je suis plus que satisfait de la réalisation de ces projets-là, parce que je te disais tout à l'heure que j'ai pris goût à une chose, c'est de partir d'une idée, d'en faire quelque chose de concret, d'utile. Et ça, je pense que c'est ce que je ferai toute ma vie, hein, parce que je suis piqué, c'est mon héroïne, c'est ma drogue actuellement, et je pense que c'est ce dans quoi j'aimerais continuer. Est-ce que vous avez aussi d'autres collaborations que vous visez, que ce soit en Afrique ou bien peut-être même en France ou dans d'autres pays? Oui, on a des collaborations avec d'autres pays. Typiquement, on a des collaborations en discussion avec le Nigeria. D'accord. On a des collaborations en discussion avec les Émirats arabes unis également. Donc, ça ouvre les perspectives. Après, pour toutes ces collaborations-là, il y a toujours une finalité, et la finalité est pour l'Afrique. Donc, pour le Sénégal, pour l'Afrique en général. En tant que l'entrepreneur que tu es, en plus de ça, tu es président de Samad Consulting, mais comment vous arrivez vraiment à transporter votre expertise entre les pays occidentaux et les pays africains? Mais comment vous arrivez à entretenir vraiment ce lien entre ces deux environnements qui sont vraiment différents? Oui, je pense que chaque pays a son lot de choses à offrir, à donner. Nous, on a notre lot d'opportunités, hein, que les autres pays voient, lorgnent, convoitent. Et je pense qu'on ne doit pas être renfermé au monde. On ne doit pas se renfermer par rapport à ce qui se fait ailleurs, etc. Donc, quand je vois quelque chose de bien quelque part, j'essaie de l'amener chez nous. Quand je vois de la technicité quelque part, j'ai envie que notre population ait le même niveau de technicité. Et donc, sachant que nos autorités actuelles aussi ont donné ce mot d'ordre-là, c'est pour ça que je m'inscris dans cette même lignée en allant chercher des partenaires techniques, des partenaires financiers, en les amenant au Sénégal pour qu'on puisse créer des choses ensemble, typiquement des industries dans divers domaines, typiquement dans mon domaine de compétences, dans la partie ferroviaire, en apportant des partenaires techniques pour qu'ils viennent nous aider à faire cette relance de ce poumon de l'économie sénégalaise qu'est le ferroviaire. Tu es également président de RISE. RISE, c'est le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs. Et pourquoi vous l'avez mis en place? Oui, RISE, c'est une initiative qui est très importante pour moi. Hein. Parce que au-delà de nous servir, nous, au quotidien, je pense on est investi d'une mission envers notre communauté. Et cette mission-là, on doit la remplir. Et il faut trouver les voies et moyens de la remplir à notre niveau, à notre échelle.
RISE, ce que c'est le réseau international des Sénégalais cadres et entrepreneurs de l'extérieur que je dirige. On l'a créé à partir de constats. Le premier constat, je ne sais pas si tu le partages, tu sais, quand on est étudiant, on est dans une communauté estudiantine. On a des associations étudiantes, on a des accueils des nouveaux, des choses comme ça. On baigne dans cette communauté-là. Quand on devient cadre, on devient un individu décorrélé de cette communauté-là, qui est pris dans le flot quotidien de responsabilité, etc. Et nous, on a pour ambition de reconnecter cet individu-là à cette communauté-là, mais nouvellement, avec cette nouvelle casquette de cadre, pour que cet individu-là puisse non seulement se retrouver dans cette communauté, mais aussi servir cette communauté. Voilà un des constats pour lequel RISE est né. L'autre constat, c'est qu'il y a un acteur qui est absent dans toutes les discussions et dans toutes les prises de décision à haut niveau, qui est hautement important dans l'économie sénégalaise, c'est la diaspora, les Sénégalais de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une voix qui parle pour ces gens-là. Nous, on a pour vocation, pour ambition de rassembler l'intelligentsia de cette diaspora-là et de la mettre au service du développement national. Et il y a d'autres constats qui ont fait que cette initiative est née et qui font de cette initiative une initiative très importante. Et au sein de RISE, qui est composé des cadres et des entrepreneurs aussi également, mais est-ce qu'il y a un accompagnement au sein de RISE et comment vous arrivez à accompagner les membres? Pour répondre à ta question, oui. Nous accompagnons ces gens-là, ces entrepreneurs-là. Je vais pas te citer la totalité des initiatives qu'on a. Je vais te donner un exemple qui a eu lieu pas plus tard qu'il y a une semaine. On a organisé un concours d'éloquence. Et avant ce concours d'éloquence-là, on a organisé des ateliers de prise de parole en public, de prise de parole en réunion. On parlait tout à l'heure des biais culturels. En entreprise, on ne prend pas la parole, on ne prend pas d'initiative. Pourquoi? Parce que la parole, on attend qu'on nous la donne. Et lorsqu'on la prend, il faut y mettre la forme et le fond. Et ça, c'est un exercice qui est très important. Nous avons accompagné ces cadres et ces entrepreneurs-là à se parfaire dans cet art oratoire-là. Et le clou du spectacle a été le concours qui a été un grand succès. Et est-ce que tu peux nous parler de la ligne directrice de RISE, que ce soit dans le court terme ou bien dans le long terme? Oui, RISE a pour ambition, dans un premier temps, de créer une structure qui est solide et pérenne. Donc, avec une fondation très solide et très rigide. Donc, comment? En adoptant une structure organisationnelle et opérationnelle qui se fait naturellement avec le temps que l'on peut y allouer, avec notre statut de cadre. Je pense que tu sais ce que c'est le lot quotidien, même si tu as d'autres initiatives à côté. On essaie d'être vraiment flexible parce que ça, l'enjeu réel, c'est pas de créer une initiative naissante et de créer un buzz ponctuel, c'est de créer une initiative pérenne, à fort impact et sur le long terme. Donc voilà vraiment l'ambition de RISE. Après, ça se fait au travers d'outils. Les outils, si on devait les résumer, on les résumerait au travers de 3 thématiques. La première thématique, c'est l'emploi, l'employabilité, l'entrepreneuriat. Sur la thématique emploi, employabilité, entrepreneuriat, typiquement dans ton entreprise, des fois tu vois des postes ouverts que tu aimerais mettre en visibilité de ta communauté. Et là, RISE t'offre la possibilité de le mettre en visibilité de cette communauté-là auquel tu n'as pas accès. D'accord. La deuxième thématique, c'est l'interconnexion des diasporas. Quand je dis des diasporas, c'est des diasporas sénégalaises des différents pays. Donc, on fait des projets conjoints avec les autres diasporas, entre la France et le Luxembourg et le Canada et la Suisse, etc. Et la troisième thématique, c'est le Give Back to the Community. On fait des projets à vue sociale, éducative pour le Sénégal, parce que on a ce sentiment de redevabilité qu'on a envers ce cher Sénégal, qui est assez fort, et on essaie d'exprimer ce sentiment-là au travers d'actes concrets via RISE. Est-ce qu'au sein de RISE, vous avez déjà travaillé dans des projets en destination pour le Sénégal? Oui, on a travaillé sur des projets, on est en train de travailler sur des projets. On a travaillé on a accompagné des réflexions d'écoles.
On a fait des dons à des pouponnières. On a accompagné des gens qui cherchaient du travail pour en trouver. On est en train de mener de front 9 projets cette année. Je ne vais pas tous les citer, hein. Ouais. Mais dont le développement d'un réseau social professionnel pour Sénégalais, pour mettre en visibilité les réalisations de la communauté, pour mettre en visibilité des offres d'emploi, comme je te disais tout à l'heure, et des appels d'offres aussi au Sénégal, parce que des fois, des appels d'offres, je ne trouve jamais preneurs, parce que les gens qui peuvent être intéressés par cela ne les voient jamais. Donc voilà, donc c'est l'un des projets parmi tant d'autres, un outil éducatif pour parler de thématiques qui sont souvent parents pauvres chez nous, comme l'éducation financière, parce que ça c'est une thématique cruciale. La gestion des données personnelles à l'heure des réseaux sociaux, je pense qu'il faut très tôt sensibiliser sur ces thématiques-là. Le harcèlement scolaire, c'est des choses qui peuvent semble relever du luxe, hein, dans nos pays, je pense que tu sais de quoi je parle, mais qui sont hautement importantes. Votre ambition, c'est vraiment avoir une valeur ajoutée pour le Sénégal. On a cette ambition. Je pense que le développement d'un pays, c'est un édifice et chacun y apporte sa pierre. Nous sommes en train de tailler, de façonner cette pierre pour qu'elle s'imbrique bien dans cet édifice. Tu es président d'une entreprise, mais également tu es président de l'une des associations sénégalaises les plus importantes qui est en échelle internationale. Est-ce qu'on peut dire dans l'avenir Abdou Chakour, représentant des Sénégalais de la diaspora tout court? Je n'ai pas cette ambition-là, très sincèrement. D'accord. Mais je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Je vais là où le vent me porte. Je reste en adéquation avec ma mission de vie, mes orientations de vie, ce vœu que j'ai de créer, d'impacter, d'aider. Si pour atteindre ces objectifs-là, je dois prendre ce type de poste-là, je le prendrai volontiers. Est-ce que vous avez quand même des aides ou bien un accompagnement de l'État du Sénégal pour pouvoir financer toutes vos activités? On n'a pas vocation à demander de l'aide de l'État du Sénégal. En fait, nous, on a plutôt vocation à apporter des solutions. Parce que l'État du Sénégal, on sait qu'actuellement, économiquement parlant, on n'est pas le pays le mieux placé, le mieux positionné. Ouais. Donc, on essaie, avec notre casquette de gens de l'extérieur, à trouver des véhicules de financement pour nos projets qui pourront avoir une utilité pour l'État du Sénégal. Notre collaboration avec l'État du Sénégal, c'est plutôt pour apporter de la crédibilité à notre initiative et surtout nous accompagner, hein, tout simplement. Et d'où ça vient vraiment cette envie, cette ambition à vraiment œuvrer pour le Sénégal? Je pense que cette ambition est due au fait qu'on est redevable envers ce pays. Parce que la redevabilité, il faut qu'on la comprenne, hein, qu'on la saisisse, qu'on sache qu'on lui est redevable. Si je devais imager cette redevance qu'on a envers ce pays-là, je parlerai des parents. Tu sais, quand on est enfant, on regarde notre père, comme notre mère, comme un héros qui peut arrêter le ciel s'il nous tombait sur la tête. On avance un peu, on commence à voir leurs défauts. Ils nous refusent ça, ils s'énervent vite. Et on les résume à ces défauts-là. On avance un tout petit peu, on commence à voir l'extérieur, voir d'autres personnes, on voit les défauts de ces personnes-là, et on relativise par rapport aux défauts de nos parents. Et on se dit, malgré leur lot de défauts, ce sont des gens vaillants. Donc, on commence à leur reconnaître ce qu'ils sont. Et par la suite, il y a une autre strate, quand on a peut-être des enfants, on se dit, non seulement nous sommes reconnaissants envers ces parents-là, mais nous leur sommes redevables. Ce parent-là, pour moi, c'est le Sénégal. C'est celui qui nous a vu naître, celui dans lequel on a évolué, et celui auquel nous sommes vraiment redevables. Aujourd'hui, voilà, je suis vraiment fier de mon parcours, mais aussi je suis quand même tout content de me dire que j'avais une maman derrière moi qui me donnait de la force, qui me motivait, qui me poussait à l'avant pour que je puisse réussir dans mes études. Et tant mieux pour nous si ça ne peut que renforcer notre lien avec notre pays et à pouvoir dans l'avenir vraiment apporter un plus-value comme vous êtes en train de le faire avec notre cher pays. Ouais. Ça me rappelle en termes d'image aussi cette phrase de Aimé Césaire, enracinement et ouverture. Vois l'image de l'arbre, très enraciné dans sa culture, dans ce qu'il est, et qui s'ouvre au monde. Aujourd'hui, Abdou Chakour, tu as réalisé beaucoup de projets.
Et parmi tous ces projets, est-ce qu'il y en a un dont tu es vraiment, vraiment fier? C'est une bonne question. Je pense que j'en ai quelques-uns dont je pense que je suis fier de tous les projets que j'ai eu à réaliser à date. Mais particulièrement de quelques-uns. Et je reviendrai sur un projet dont j'ai déjà parlé, c'est celui pour les élections présidentielles, parce que ça a changé quelque chose en moi. Je me disais que, bon, approcher des candidats à l'élection présidentielle, ça pouvait avoir l'air hors d'atteinte. Ça pouvait avoir l'air d'un niveau qui était au-dessus du mien en ce temps-là. Mais non, je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Je suis allé parler à ces gens-là. J'ai mis sur la table une valeur qui leur était utile. Et de cette utilité-là est née la collaboration. Donc, je me suis senti légitime à ce moment-là. Je me suis senti la légitimité de prendre des initiatives qui vont au-delà de ma propre personne, qui vont au-delà des barrières mentales que je me mettais. Tu vois, donc ça a vraiment changé mon rapport aux choses et ça a fait que je suis allé plus loin dans la typologie de projet et d'impact que ces projets ont par la suite. Et aujourd'hui, du fait que tu es président de RISE, tu es également président de Summit Consulting et tu fais quand même pas mal de voyages, tu as dû rencontrer durant ton parcours, durant ce voyage, des personnalités. Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont réellement marqué? J'ai rencontré beaucoup de personnalités. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais pour diverses raisons. Des fois, je me faisais une idée de ce qu'était une personnalité d'un certain niveau, que j'ai pu déconstruire maintenant et avec certains, j'ai une relation qui est devenue une relation privilégiée. Mais s'il y avait une personne que je devais citer qui m'a marqué plus que les autres, c'est une personne qui n'est pas connue du grand public. C'est une personne c'est le père d'un ami à moi. D'accord. Avec qui j'ai discuté un jour, une matinée. Et cette discussion-là a changé ma vie. Ces discussions-là, c'était autour de ce que il y a un concept, je pense, qui existe, qui s'appelle Ikigai, qui est le concept de mission de vie. Il me disait que, au-delà de la personne que tu es, de tes responsabilités, que ce soit spirituel, religieux, fonctionnel, etc., il y a une mission de vie qui t'est apprêtée. Et cette mission de vie-là, tu la comprends en regardant tes parents, comment ils sont, les prédispositions que tu as, les facilités que tu as, les difficultés que tu as et qui se répètent au cours de ton parcours. Et tu vois les choses dans lesquelles tu dois être. Tu vois à peu près dans quoi tu dois t'inscrire pour réussir, parce que c'est dans ça que tu dois être. Et c'est à l'issue de cette discussion-là que j'ai cru avoir compris ma mission de vie. Et depuis lors, c'est cette mission-là que je m'évertue à mener à bout. Et aujourd'hui, c'est quoi les ambitions de RISE? C'est quoi les ambitions de Summit Consulting? Je pense que les ambitions de RISE, de Summit Consulting et toutes les initiatives que je fais, c'est de faire écho à cette mission de vie dont je viens de parler. Et cette mission de vie-là, c'est d'avoir de l'impact sur ceux qui m'entourent. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait avoir le même parcours que toi? Je leur dirais... Bon, je pense que les conseils seront assez bateaux, hein, parce qu'on les entend partout, mais je pense qu'ils sont véridiques. Les conseils que je donne, c'est de croire en eux, déjà. En fait, l'identité d'une personne, c'est important. On est dans un pays où on a vite fait de perdre son identité, de ne plus savoir qui on est. Et les gens, une fois qu'ils identifient qui on est, ils nous respectent pour ce qu'on est. Et il faut que cette identité-là transparaisse. Identité, première chose. Deuxième chose, c'est de prendre des initiatives. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut prendre les choses. Prendre des initiatives. Il ne faut pas rester passif par rapport à son destin, j'ai envie de dire, hein, d'attendre les choses. Il faut aller au-devant. Et le dernier point, il faut être à l'écoute des opportunités. Il faut avoir le cran de prendre des risques. Il faut avoir ce cran-là. Parce qu'on n'a rien à y perdre, hein, on n'a rien à perdre. On aura gagné au pire de l'expérience et on rebondira. Parce qu'il est temps, c'est maintenant qu'on prend des risques. C'est pas en ayant 40 ans, 50 ans. Même à ce moment-là, on peut prendre des risques, mais bon, je pense qu'on a plus de latitude à les prendre maintenant. Donc prenons-les. Prenez-les. Ouais. Allons-y.
Là, on arrive vers la fin. Donc, il y a un jeu de la fin. Ah, ça, c'est une surprise. Ouais, ça, c'est une surprise. Celui qui t'attend, je te pose la question, tu réponds, tu réfléchis pas. Xavi Iniesta. Exactement. Allez. Voilà. Quelle est ta plus grande qualité? Mon adaptabilité. Ton plus gros défaut? Mon obstination. Ça peut être vu aussi comme une qualité. Tout dépend de comment on l'interprète. Tu peux faire l'argent ou le savoir? Le savoir. Qu'est-ce qui te met instantanément de bonne humeur? Mon fils. C'est beau. Il a quel âge? Il a 3 ans. En un mot, comment tu définirais ton parcours? Bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que je n'ai été prédestiné à faire aucune des choses que j'ai faites. Et je dirais que mon parcours, il n'est pas terminé. Hein. Il est en train de suivre son cours pour faire un peu l'assonance. Oui, et je suis curieux de voir ce que ça me réserve. Très intéressant. Là, on arrive vers la fin. Est-ce que voilà, tu as quelques mots à nous partager ou c'est quoi tes derniers mots? Mon mot de la fin sera vers toi, Mor, déjà, pour te remercier. Merci pour à toi, magnifier l'initiative. Mais j'ai une petite question. Hein. Okay. Quelle est la finalité du podcast Raconte-moi? Raconte-moi pourquoi on l'a mis en place. Raconte-moi, on l'a mis en place parce qu'on souhaiterait quand même avoir des personnes avec des parcours comme le tien, très riches, très inspirants, pour qu'on puisse inspirer les jeunes et donner des références aux jeunes qui sont en Afrique. Et voilà, l'idée c'est de faire grandir Raconte-moi, avoir d'autres personnalités avec des parcours différents, des expériences de vie différentes, pour pouvoir faciliter aux jeunes leur choix et faire connaître aussi des métiers qu'on entend très peu parler en Afrique et les mettre sur la scène pour que les gens puissent faire leur choix par rapport à leur facilité, par rapport à leurs affinités qu'ils vont trouver avec les personnalités qui seront ici sur ce plateau. C'est vraiment intéressant. Donc, et en venant aussi, j'ai écouté ton podcast à toi. Oui. Et je pense que en termes d'invités inspirants, tu fais l'affaire amplement. Je suis pas sûr, mais bon. Et je pense qu'on ne prend pas le temps de féliciter les gens pour ce qu'ils accomplissent parce qu'ils ne prennent pas le temps de voir le chemin parcouru. Donc félicitations pour ce que tu as fait. Merci, c'est un plaisir. Et là où tu en es et cette transmission également. Donc mon mot de la fin, je le servirai en citation. D'accord. Je pense que j'en ai 2. La première citation, c'est « Il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait ». C'est une citation qui fait écho en moi, qui me drive. Et l'autre citation, je l'ai entendue chez un penseur japonais qui disait qu'au lieu de perdre son temps à chasser les papillons au risque qu'ils s'envolent, construis ton jardin. Et ce jardin-là, c'est nous-mêmes. Et les opportunités, elles viendront par la suite. Il faut qu'on se construise et qu'on ouvre les bras et tout nous sourit par la suite. Merci beaucoup à toi. Merci Abdou Chakour, c'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici dans Raconte-moi et allez suivre Rise dans les réseaux sociaux, je vous mettrai les liens en description, que ce soit sur LinkedIn, sur TikTok ou sur Instagram, je vous mettrai tout en description. C'était Raconte-moi les amis, à la prochaine, ciao, n'oubliez pas de vous abonner.